Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Este es una hora improbable, domingo a las 10:30 de la mañana. No sabía que existía esta hora. Ha sido una gran alegría darme cuenta que el mundo gira a esta hora. Vamos a hablar con Jérôme Ferrari, que es un escritor joven, nació en el año 68. Los escritores somos jóvenes hasta los 85 años. Pero es un escritor joven que tiene una carrera realmente meteórica y que ha escrito libros importantes. Sermón sobre la caída de Roma, que ganó el premio Goncourt, está traducido al castellano. Se lo recomiendo altamente, es un libro desolador, muy inteligente, con una prosa riquísima que te va llevando hacia algo que parece que ha sido la constante de los últimos dos libros quiero preguntárselo después a Jérôme, que es este paralelo que él hace entre alguna etapa histórica pasada y una etapa del presente. En el sermón de la caída de Roma, el contraste está justamente con la caída de Roma y con San Agustín en su sermón anunciando el fin de una cultura, una civilización, y esto está contrastado con unos jóvenes que manejan un bar en Córcega. En este libro, el principio, que todavía es un libro que de este año, el nuevo, el contraste está puesto entre la figura de Heisenberg, el famoso físico, y también un joven estudiante de filosofía que también ve su mundo derrumbarse, nuestro mundo derrumbarse. El libro termina un poco con la crisis económica actual, y hace también un contraste entre dos etapas históricas a través de dos personajes completamente diferentes, un profesor de filosofía sin demasiada ambición y un joven físico que lo logró todo antes de los 35 años y que después de los 35 años vivió unas situaciones históricas y personales dramáticas que hicieron que de alguna forma desandara todo el camino que había avanzado. Heisenberg, ustedes son todos científicos, pero deben saberlo, es un gran físico, el inventor, uno de los creadores de la física cuántica, y también fue un hombre que se quedó en Alemania nazi, que trabajó para el proyecto de la bomba atómica de Hitler, pero que nunca se quedó demasiado claro si realmente trabajó, si saboteó este proyecto, cuál era su verdadero lugar en este mundo. Y parte de lo que Jérôme trata en este libro es justamente eso, la responsabilidad moral del científico, y lo hace de una manera que a mí me parece muy, muy interesante, porque lo hace sin juzgar, sin poner juicio, sino justamente tratando de comprender, tratando de dialogar con esta figura bastante misteriosa de Heisenberg. La conversación va a ser en francés para que sea más cómoda. Mi francés no es del todo un poco lento, pero vamos a hacer una conversación, espero que sea entretenida y vital. Jérôme, je disais que tu fais un peu un roman miroir entre l'actualité, entre le monde d'aujourd'hui et la figure de Heisenberg. Pourquoi tu as choisi Heisenberg? Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qui t'a fait entrer dans ce personnage si mystérieux, si énigmatique, si différent les personnages qui vivent actuellement? Alors d'abord, avant Heisenberg, il y a eu un intérêt que j'ai depuis mes études pour la physique quantique. J'ai toujours détesté la physique au lycée, mais quand j'ai fait de l'épistémologie à l'université et qu'on est un peu rentré dans ce monde-là, ça a créé une fascination durable. Et du coup, le premier roman que j'avais publié, moi, en 2002, dans une toute petite maison d'édition en Corse, il avait déjà pour sujet la physique quantique. Et, il était sur ce sujet-là, parce qu'il m'a tout de suite semblé que c'était une partie de la science qui avait des liens assez immédiats avec des problématiques littéraires. Et puis, du coup, j'ai jamais cessé de lire au sujet de la physique quantique, et il se trouve que Heisenberg a publié beaucoup de livres non techniques
donc des livres que je pouvais lire sur le sujet, parce qu'il a toujours trouvé que c'était important que les problèmes posés dans le cadre de la physique puissent être discutés en dehors du cadre de la physique et avec tout le monde. Et du coup, en tant qu'auteur, je le connaissais très bien. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'irrationnel, comme une sorte de sympathie spontanée que j'ai eue, surtout en découvrant à quel point lui et Pauly et Dirac étaient des jeunes hommes, au moment où ils ont mis sur pied toutes les fondations de cette physique. Et plus tard, quand mes livres ont commencé à être traduits en allemand, j'ai été amené à faire plusieurs voyages en Allemagne et j'ai pu rencontrer le fils de Heisenberg. Et tout ça est devenu un peu plus concret et ça a rendu possible l'idée d'un roman qui pouvait s'attacher plus seulement à des aspects théoriques de la physique quantique, mais à sa personne. Je pense que si j'étais pas allé en Allemagne, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. J'ai donc travaillé là-dessus pendant 2 ans et demi. Les aspects physiques, je les avais travaillés toute ma vie, donc j'ai juste fait attention de ne pas faire d'erreur. Et je me suis un peu consacré sur les problèmes biographiques. Et c'est là que j'ai dû rencontrer l'interrogation sur son action pendant la Seconde Guerre mondiale, qui faisait pas partie de ma motivation initiale pour le roman. Tu ne cherchais pas ça? Non. Ça m'a même un peu embêté de voir que, au début, j'ai même été assez embêté de voir que j'allais devoir traiter ce problème-là, parce que la nature du projet était tout à fait différente. Bon, après, j'ai pas été embêté très longtemps parce que c'était un sujet très très intéressant, mais je pouvais pas faire l'impasse dessus, c'était sûr. Mais c'est étrange parce que ton livre, c'est sur des physiciens, mais ce n'est pas un livre sur la physique. Ce sont surtout des gens qui ils pourraient être des poètes ou des philosophes. Des philosophes surtout. Moi, j'aime pas beaucoup en général qu'on prenne, je sais pas moi, une notion scientifique et puis qu'on la sorte de son contexte pour la traiter de manière totalement métaphorique, sans tenir compte de ce qu'elle est réellement. Mais ça, c'est pas du tout un problème qui se posait avec le principe d'incertitude de Heisenberg, parce que quand Heisenberg lui-même devait présenter la signification de ce principe et des problèmes posés par la physique quantique en général, il le faisait directement en se référant à des problèmes de langage. Et donc, c'est des choses qui étaient tout de suite utilisables, qui posaient tout de suite des problèmes en termes littéraires. Heisenberg avait donc coutume de dire que toutes les contradictions et tous les paradoxes caractéristiques de la physique quantique viennent du fait qu'on atteint une réalité qui n'est plus descriptible dans les concepts du langage commun. Or, nous ne disposons que de ces concepts-là et de la forme du langage commun pour parler de la réalité qui nous entoure. Et du coup, on doit parler de quelque chose dont normalement on ne peut pas parler. C'est le contraire. C'est à peu près l'exact contraire de Wittgenstein. Au lieu de dire ce dont on ne peut parler, il faut le taire, la devise de Heisenberg serait plutôt ce dont on ne peut parler, il faut en parler quand même. Mais comment? Et comment alors là, c'était pour essayer de le comprendre, j'ai quand même pu m'appuyer sur une longue expérience de souffrance lors des lectures, notamment des textes de Heisenberg et de Niels Bohr, qui ne sont pas les textes les plus simples du monde, et qui illustrent bien la question de ce comment. Pour parler d'une réalité qu'on ne peut pas décrire, on ne peut en parler que d'une manière partielle, incomplète, en multipliant les perspectives, les points de vue, et en essayant de tisser une sorte de filet autour d'un objet insaisissable. Et comme je dis Heisenberg le raconte dans son autobiographie, la première fois qu'il a rencontré Niels Bohr à Göttingen, Niels Bohr lui a dit: vous voyez que notre travail est un peu comme celui des poètes. Mais c'est un peu des poètes et ça ressemble beaucoup de fois à Kafka dans ces petits, quand ils font des exemples des lumières qui illuminent une personne qui marche, qui seulement existe quand on est illuminé, des choses comme ça. Ce sont des petites histoires de Kafka transformées en scientifiques. L'absurde est là. On
ne peut pas raconter la physique, il paraît, sans passer par l'absurde, par ce qu'on appelle l'absurde. Il y a des, je me souviens que j'avais acheté un manuel de physique qui était destiné à l'école centrale, donc une grande école d'ingénieurs en France, manuel de physique quantique, et qui s'ouvrait par la description d'une expérience. Et j'avais jamais vu dans un manuel scientifique un usage aussi effréné du point d'exclamation. Il y avait des points d'exclamation tout le temps, et la personne qui avait rédigé ça avait signalé tout le temps au lecteur à quel point ce qu'il était en train de dire était incroyable, paradoxal, absurde, pas normal. Et c'est évidemment que ça, c'est assez passionnant. Il y a aussi un dialogue entre Bohr et Einstein qui est un peu ça, qui Einstein est toujours de la vieille école, il veut que tout a une cohérence, que tout peut faire partie d'un roman. Et les autres, Bohr et Heisenberg, ne veulent pas ça, n'ont pas la même relation avec la cohérence ou avec le tout que Einstein. Et il y a un petit débat générationnel. C'était pas générationnel parce que Bohr était de la génération de Einstein. Mais il y a eu un débat d'une très grande profondeur philosophique dont on ne peut même pas considérer qu'il est encore tranché tout à fait aujourd'hui, et qui opposait donc d'une part Einstein, De Broglie, Schrödinger, et d'autre part l'école de Copenhague, donc Niels Bohr, Heisenberg, Pauli, Dirac. Et sur des questions qui étaient des questions d'interprétation de la physique, qui étaient donc des questions de philosophie des sciences, pas des questions strictement scientifiques, puisque pour Niels Bohr et Heisenberg, les bizarreries de la physique quantique devaient être considérées comme un fait, et on devait considérer que la physique quantique était complète, en dépit de ce qu'elle pouvait avoir de surprenant ou de contradictoire, tandis que Einstein pensait qu'on ne pouvait pas renoncer à une description totalement objective à laquelle on avait été habitué en physique classique, et que la physique quantique telle qu'elle était devait être améliorée pour pouvoir permettre cette description objective. Il semblerait que jusqu'à présent, si je ne dis pas de bêtises, les expériences aient régulièrement et constamment donné raison à Niels Bohr. Mais l'espoir n'a pas été totalement abandonné. Je sais qu'il y a encore qu'il existe des tentatives d'interprétation de physique quantique dans un mode encore einsteinien. Nous avons ici un poète chilien qui est physicien aussi, qui s'appelle Nicanor Parra, qui résume un peu tout ce problème, c'est vivre la contradiction sans conflit. Vivre la contradiction mais sans conflit. C'est un peu, je crois, ce que cherchaient Niels Bohr et Heisenberg. Vivre la contradiction, vivre cet absurde que l'on ne peut pas comprendre sans être épouvanté par ça et accepter l'univers comme une chose incomplète et une complexité telle que je ne peux pas et je ne peux pas peut-être aussi la compléter dans ma logique. Sensation. Alors le rôle de la contradiction est absolument fondamental, puisque justement, enfin, les expériences de physique quantique donnent des résultats qui sont apparemment contradictoires. Il faut essayer de voir comment ce qui est apparemment contradictoire peut être compris. Et il y a dans l'interprétation de Bohr et de Heisenberg une volonté effectivement de pas dépasser la contradiction, mais de la tenir. Il y avait Niels Bohr qui disait cette phrase très très belle, qui disait que parfois le contraire d'une vérité profonde est une autre vérité profonde, qui est une phrase vraiment très 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 belle et très symptomatique de cette manière de penser. Et moi, ça m'a immédiatement évoqué quasiment une position mystique. J'aime beaucoup la poésie mystique arabe. D'ailleurs, j'ai mis en exergue un vers d'un poète soufi qui s'appelle Al-Nifari. Il me semble que le cœur de la mystique arabe, c'est justement ça. C'est faire tenir une contradiction sans essayer d'en donner une résolution dialectique. Et ton roman fait ça, raconte ce mouvement, mais raconte aussi la tragédie d'un
d'un homme qui est Heisenberg, qui justement ne peut jamais résoudre la contradiction, parce qu'il est incapable de la voir. Quand les nazis arrivent au pouvoir, il prétend que le monde tourne et qu'il ne doit pas prendre une décision. Ah, il la prend la décision, mais ça c'était l'aspect historique et moral qui est toujours pas tranché. Hein. J'ai lu pas mal il y a beaucoup de biographies de Heisenberg qui ont été écrites soit par des gens qui essayaient de le défendre, soit par des gens qui essayent plutôt de l'accuser. Moi, ma conviction à moi est que c'est pas le rôle que doit tenir un roman. Que dans un roman, il ne s'agit pas de faire un réquisitoire ou une plaidoirie. Donc j'ai mon avis, moi, sur la question, mais j'ai essayé de faire en sorte que cet avis-là ne contamine pas le roman et ne le transforme pas en une sorte de texte à thèse, et donc fasse qu'il soit complètement raté. Moi, j'ai pas essayé de résoudre la question, et j'ai essayé de la prendre sous tous ses aspects, ce qui a été assez difficile parce que je souffre en quelque sorte d'une sorte d'excès d'empathie vis-à-vis de Heisenberg, et que j'ai dû donc faire un effort pour adopter un point de vue où je pouvais comprendre ce qu'on avait à lui reprocher. Bon, il se trouve que effectivement, il a décidé de rester en Allemagne, et que quand la guerre a été déclarée, et que un an après la découverte de la fission nucléaire, il a été convoqué à Berlin, où on lui a demandé de travailler sur le projet dans ce qu'ils appelaient le club de l'uranium, pour voir un peu quelles applications on pouvait en tirer. Alors, la question non tranchée qui divise les historiens est de savoir si Heisenberg a travaillé à mettre au point une bombe atomique sans se poser de questions, et qu'il n'a pas réussi à le faire, notamment à cause d'une erreur d'estimation monumentale sur la masse critique, et donc en quelque sorte par incompétence, hein, ou bien et puis aussi à cause du fait que l'organisation du travail des équipes scientifiques sous les nazis était divisée, et il n'était pas aussi efficace que le chemin qu'avaient choisi en même temps les Américains. Donc il y a des gens qui supposent ça, qu'on a quelqu'un qui a absolument aucune conscience, qui continue à travailler comme si rien n'était, qui trouve que faire une bombe atomique, pour Hitler, c'est pas un souci. Et puis il y a d'autres de l'autre côté, et en face de ces historiens-là, on en trouve qui pensent que Heisenberg a participé au projet, mais que cet échec n'est pas le résultat de son incompétence, mais d'une démarche plus ou moins délibérée pour que... oui, il y en a qui pensent que c'est un sabotage. Moi, ça me paraît quand même un peu beaucoup, mais le fait est qu'en 1945, quand les Américains arrivent en Allemagne, il n'y a non seulement pas de bombe, mais ils n'ont même pas réussi à faire marcher encore un réacteur. Et oui, mais il y a un moment, ça m'a... Chaque lecteur a sa lecture, mais où tous les scientifiques qui sont dans la bombe atomique allemande sont enfermés en Angleterre, à Farmhouse. Je ne peux pas vous raconter tout le roman, mais et on voit quelque chose qui est intéressant, surtout dans le contexte de ce séminaire. Ce sont des gens extrêmement intelligents, extrêmement préparés, mais qui ont très peu de scrupules éthiques, ou ils ont des scrupules éthiques un peu paradoxales. On a ceux qui sont tellement importants, et que ceux qui font est tellement important qu'ils peuvent s'abstenir de faire la politique, ils peuvent passer sur les considérations morales. Je pensais dans un article de Orwell qu'il a écrit dans l'année 42 ou 43, je crois, où il disait ça justement, que les scientifiques, tout le monde dit que le monde serait mieux si les scientifiques gouvernaient l'univers, parce que les scientifiques ce sont des gens rationnels, mais il disait, Orwell, que les scientifiques avaient été beaucoup plus faciles à conquérir par les nazis que les écrivains ou les peintres ou les politiciens, et que ça a prouvé que les scientifiques n'étaient pas moralement tellement différents, ou ils pouvaient être encore pires que les autres intellectuels. Qu'est-ce que tu penses de cette vision?
D'abord, je pense que les scientifiques, spécialement ceux qui travaillent au niveau de l'atome, dès que la fission nucléaire a été découverte, ils présentent un intérêt en termes militaires et politiques qui fait qu'ils sont dans une situation un peu plus compliquée qu'un poète ou un romancier. Et que échapper à ça paraît assez difficile. Et donc, du coup, pour moi, dès qu'en 1935, Heisenberg a décidé de rester et qu'il est là en 1939, ne pas participer au projet devient compliqué. Maintenant, je crois absolument pas à la supériorité morale ou politique de la caste scientifique. Et ça, les enregistrements de Farm Hall le montrent bien. Alors, cet épisode de Farm Hall est très intéressant, mais même complètement romanesque. Je crois qu'il y a même des gens qui vont essayer d'en faire une pièce de théâtre en France maintenant. Il se trouve que les Américains avaient mis au point une mission scientifique qui s'appelle Alsos, qui devait qui suivait les armées alliées, la progression des armées alliées en Allemagne, et qui a arrêté tous les scientifiques allemands qui travaillaient, 10 scientifiques allemands qui avaient travaillé sur le programme nucléaire de près ou de loin. Donc il y avait Heisenberg, il y avait Otto Hahn, il y avait Carl Friedrich von Weizsäcker, ils étaient une dizaine. Ils les ont donc mis dans un cottage à côté de Cambridge, qui s'appelle Farm Hall, une très très belle maison où ils étaient très bien traités, très bien nourris. Ils avaient tous donné leur parole qui ne tenteraient pas de s'évader. Et les Anglais avaient truffé la maison de micros et toutes leurs conversations ont été enregistrées. Ils les ont gardées 6 mois, entre juillet 45 et janvier 46. Et les enregistrements ont été déclassifiés en 1993, et donc maintenant on les trouve, ils ont été publiés en France tout de suite, en 94. Et c'est un document assez exceptionnel, puisqu'on les entend discuter, notamment la nuit du 6 août 1945, quand ils viennent d'apprendre que la bombe atomique est tombée sur Hiroshima. Moi, j'avais entendu parler du document comme étant un document extraordinairement à charge. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était tellement à charge en le lisant, mais j'ai simplement trouvé qu'on avait affaire à des hommes, avec tout ce que ça implique, avec des moments de grandeur d'âme, des moments de très très grande mesquinerie, des moments d'aveuglement. Ben oui. Quand Hein reçoit le prix Nobel, je crois qu'il va recevoir le prix Nobel. Cet épisode. Ben, ils ont annoncé à Hahn qui a effectivement reçu le prix Nobel. Il était à Farm Hall quand il a appris qu'il avait le prix Nobel en 1945, prix Nobel de chimie. Mais il ne pouvait pas aller le recevoir. Il ne pouvait pas aller le recevoir, et puis surtout, on lui avait dit qu'il l'avait, mais il a attendu, il n'avait aucune confirmation officielle, et puis on ne lui permettait pas d'écrire à Stockholm pour se manifester. Et du coup, lui qui était quelqu'un de plutôt d'une humeur tranquille, et là il est devenu foudrage en supposant que les Anglais sadiquement lui avaient fait croire qu'il avait le prix Nobel alors qu'il ne l'avait pas, ou qu'il allait passer pour quelqu'un d'extrêmement malpoli vis-à-vis de ses amis suédois, et voilà. Et pendant un certain temps, on est en 1945, et son problème majeur, c'est de savoir comment il va faire pour aller chercher son prix Nobel à Stockholm. Ouais. Et ça c'est les autres scientifiques avaient des problèmes majeurs en plus. Un a été cocu, l'autre croyait que cette femme était violée par des soldats français. C'est vraiment la partie plus comique du roman, mais pathétique aussi, parce que... En même temps, ça se comprend. Savoir qu'étant donné l'état de l'Allemagne en 1945 et ce qui s'y passe, on peut concevoir que des gens qui sont enfermés, qui sont en Angleterre et qui n'ont absolument aucune nouvelle de leur famille, ont quand même quelques raisons de s'inquiéter. Et mais effectivement, il s'inquiète d'une manière qui est parfois un peu grotesque. Et puis les officiers anglais qui les surveillent ont beaucoup d'humour. Il y a une scène avec Eric Bagge qui suppose que effectivement sa femme doit avoir été violée 1000 fois par les soldats français, et qu'il va craquer. Il dit qu'il va faire une grève de la faim pour protester. Et l'officier anglais a marqué en marge du rapport. Eric Bagge est beaucoup trop gros, un petit régime sec lui fera beaucoup de bien. Tu fais un portrait de Heisenberg comme un homme un peu hors du monde, un peu il a un grand amour pour le paysage, pour la nature. C'est
un homme vraiment abstrait, avec une grande capacité d'abstraction. Et ce que tu racontes est assez, assez étrange parce que c'est un jeune qui a été jeune et qui a eu le prix Nobel à 30 ans, 31 ans, 32 ans, et qui connaît le mariage, la souffrance, la douleur tard dans la vie et très dans très peu d'années. Il vieillit en 5 ans, ce qu'il n'avait pas vieilli avant. Et j'ai trouvé fascinant ce que le personnage d'Eisenberg, qui est vraiment ce qu'on peut dire un peu le portrait d'un poète. Un peu. C'est des gens qui vivent dans des grands idéaux et qui tombent sur la terre d'un jour à l'autre brutalement. Je ne suis pas sûr qu'il était d'une si grande naïveté que ça. D'abord parce qu'il a commencé à avoir un contact assez compliqué avec la réalité assez tôt au début du nazisme, puisqu'il y a eu un mouvement qui a commencé dès 1933, qui était mené par Philippe Lenart et Johannes Stark, qui s'appelait le mouvement de la physique arienne et qui était très violemment dirigé contre Einstein et contre Heisenberg. L'idée générale de ce mouvement étant de dénoncer dans la physique contemporaine une mainmise de l'esprit juif d'abstraction. Et Philippe Lenart a écrit un texte, un manuel de physique arienne dont j'ai lu l'introduction et dans lequel il dit sans rire que la vraie physique arienne n'a pas besoin d'abstraction mathématique et n'a pas besoin d'utiliser des mathématiques compliquées puisqu'elle se caractérise par une sorte de proximité concrète avec la nature, le goût pour l'abstraction et les mathématiques étant des preuves de l'esprit juif. Et Heisenberg est attaqué en 1935 de manière très 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 violente dans le journal des SS, où on dit que c'est un juif blanc qui, bien qu'arien, propage le venin de l'esprit juif dans la physique allemande, que le fait qu'il ait eu le prix Nobel si jeune prouve, alors qu'il n'a rien pu faire d'important au niveau scientifique, prouve qu'il est soutenu par des organisations juives internationales, et on suggère de le déporter en camp de concentration. Donc ça, c'est des choses qui arrivent assez tôt et qui sont assez violentes. Et puis, moi, je pense qu'il y a un texte essentiel pour se faire une idée de l'état d'esprit de Heisenberg qui s'appelle, alors en allemand, il s'appelle Agencement de la réalité. En français, on le trouve sous le nom de le manuscrit de 1942. Il se trouve que c'est un texte qu'il a écrit assez secrètement sur des cahiers entre 1942 et 1943. Et ce texte-là donne vraiment pas l'impression de quelqu'un qui est dans les nuages. Au contraire. Moi déjà, à titre personnel, c'est ce texte-là qui m'a convaincu que la personne qui l'avait écrit n'avait pas pu travailler pour faire la bombe atomique pour Hitler. Pour moi, c'est absolument impossible. Il y a des phrases dedans qui sont... Hein? Tu crois au sabotage? Non, je ne crois pas au sabotage. Je crois à l'attentisme, au fait de rien faire. Heisenberg lui-même, après la guerre, a dit que de toute façon, c'était techniquement impossible de le faire et qu'il avait suffi qu'il dise ça à Speer pour qu'on le laisse tranquille. Mais je pense pas qu'il l'ait fait. Dans ce texte, on trouve des choses qui lui auraient vraiment posé des problèmes, et des phrases très 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 belles dans lesquelles il dit qu'il faut toujours se rappeler que les devoirs moraux qu'on a concernent les autres hommes et ne doivent pas tenir compte du peuple auquel on appartient, ni des considérations patriotiques. Enfin, c'est des choses qui sont écrites sous le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale et qui pour moi sont décisives. Et puis le texte est plein de références aux étudiants de la Rose Blanche à Munich qui avaient distribué ces tracts anti-nazis et qui ont été tous décapités en 1943. Toi, tu as eu accès aux lettres de Heisenberg. Et c'est un peu la colonne vertébrale du livre. Qu'est-ce que tu as appris de ces lettres qui ne sont pas vraiment connues? En fait, elles ont été publiées en Allemagne. Ils ont publié en Allemagne sa correspondance avec sa femme et sa correspondance avec ses parents. Moi, celle qui m'a été le plus utile, c'est la correspondance qu'il avait avec ses parents, parce que donc les lettres commencent quand il est vraiment très très jeune. Et elles m'ont rassuré sur un point, parce que quand j'ai écrit mon roman, alors
dans le roman, la vie de Heisenberg n'est pas romancée. C'est-à-dire que Oui, tous les événements sont exacts, et même toutes les paroles prononcées sont rapportées. Et j'aurais trouvé. Moi, je me suis pas permis de prendre la vie de quelqu'un et de la transformer à ma guise, comme on ferait avec un matériau quelconque. J'ai pas osé faire ça. En revanche, je donne une interprétation des événements qui sont livrés. Et là, j'avais un peu peur d'avoir un peu trop tiré Heisenberg vers de lui avoir conféré une âme un peu trop mystique. Oui. Et puis, en lisant ces lettres, je me suis rendu compte que non. Qu'il l'était vraiment beaucoup, et au point d'inquiéter sa mère, oui, qui lui dit de se calmer. C'est ça qui m'impressionne beaucoup. C'est un homme qui est en train de faire de la physique, et quand il ne fait pas de la physique, il est en train de jouer du piano. Et dans des conversations toujours intéressantes, et il ne va pas chez les prostituées Ouais, en tout cas, il ne l'écrit pas. Oui, il ne l'écrit pas, c'est la même chose. C'est un homme d'une pureté et d'une très très allemand dans le sens presque caricaturesque qu'on pouvait penser d'un jeune scientifique allemand qui vit et meurt pour sa science. Ça m'a beaucoup... Je crois que là, ce qui est devenu un peu exotique pour nous, c'est ce que recouvre une éducation bourgeoise au début du XXe siècle. Moi, je pense qu'on est... en plus, on est très habitué, en France en tout cas, mais je crains que ce soit un peu partout pareil, à cause de la structure du lycée, par exemple, à supposer qu'il y a d'un côté le raisonnement scientifique, la démonstration des choses très harides, et de l'autre côté la créativité, l'imagination. Et cette séparation-là, elle n'existe absolument pas dans l'éducation de tous les gens qui ont été les pères fondateurs de la physique quantique. Ils sont... ils font... ils ont un niveau en philosophie excellent. Ils sont tous musiciens. Ils font de la musique. Oui, je crois que ça faisait partie de l'éducation de base, apparemment. C'est des gens qui ont beaucoup d'imagination, qui ont un contact avec l'art. Enfin, il n'y a pas toutes ces séparations abstraites. Et moi, ça m'a beaucoup fasciné, ça. Oui. Mais tu n'as pas l'impression que cette pureté mystique et ce côté mystique, l'amour pour la nature et tout ça, ont été l'erreur, ont été ce qui a permis aux nazis de l'avoir entre leurs fils. S'il aurait été plus près de la réalité, plus près des choses, si. Il aurait peut-être... Même pas que lui, mais oui, je pense. Oui. Je pense qu'il y a il y a aussi un péché d'arrogance. Je crois qu'il y a parmi toute la génération de ces physiciens-là, au moment de l'arrivée des nazis, une espèce de mépris vis-à-vis de la personne de Hitler, et l'idée que c'est un minable qui ne va pas faire grand-chose, et c'était vraiment une grosse erreur de jugement. Et sans doute une erreur tragique. Mais moi, cet aspect très mystique et très éthéré, j'y ai vu quasiment les prémices d'une tragédie. Moi, le destin de la physique au XXe siècle m'est tout de suite apparu comme un sujet de tragédie, parce que on a affaire à des gens qui ont une passion pour la beauté, qui travaillent dans la partie de la physique qui est de loin la plus abstraite, qui sont motivés uniquement par le désir de savoir et le désir de comprendre, qui n'ont aucun intérêt pour les applications pratiques, et qui ont même un certain mépris pour ça, et qui se trouvent paradoxalement par leurs travaux à la base de la plus immense application technique qu'on peut imaginer, et qui est la bombe atomique. Et ce trajet-là me fait vraiment l'effet d'une chute, et c'est toujours comme ça que j'ai compris la très célèbre phrase d'Oppenheimer quand il dit en 1946, je crois que les physiciens ont connu le péché. Et le péché, c'est une chose qui en ayant tes livres, c'est une chose qui t'obsède. Oui, je trouve que le péché est plus intéressant que la responsabilité ou la culpabilité, et que c'est autre chose que la responsabilité ou la culpabilité. Dans la mesure, évidemment, où ce sont bel et bien les découvertes de la physique qui
rendent possible la bombe atomique, sauf que c'est impossible de le savoir au moment où ces découvertes sont faites. Comme si, puisque les possibilités techniques n'apparaissent qu'après. À cet égard, l'histoire de la découverte de la fission nucléaire est très, très éclairante, puisque quand Otto Hahn la découvre, il pose des questions qui relèvent vraiment de la recherche fondamentale. Il n'a aucune application technique en vue. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a une responsabilité au sens où quelque chose est fait dont je peux mesurer les conséquences, mais je fais quelque chose, je ne peux pas en mesurer les conséquences, et j'ai pourtant apporté ces conséquences-là. Ce qui est drôle, c'est que Otto Hahn dit que si on fait une bombe atomique, il va se tuer. Oui, il l'a dit. Et la bombe atomique tombe et il ne s'est pas tué. Oui, mais ils ont été très inquiets. Hein. D'ailleurs, les Anglais ont commencé par le prendre à part, le 6 août. Hein. Ils l'ont amené dans une pièce, et là, le commandant Rittner lui a dit que la bombe atomique venait de tomber sur Hiroshima. Il lui a servi beaucoup d'alcool, dit-il, pour le calmer, parce que Hahn a dit qu'il était responsable de centaines de milliers de morts, et que tous ses collègues ont eu peur pendant la nuit qu'il essaye de se suicider. Ils l'ont surveillé de près. Il paraît qu'il y a une découverte contemporaine et géographiquement proche, qui est tout le travail de Sigmund Freud, qui paraît qu'ils n'ont pas passé par là, parce que on voit que les physiciens n'ont pas de subconscient, ou n'en vont pas au psychiatre. Je trouve que ce sont deux découvrements parallèles parce que ce sont des super-héros en liberté. C'est un peu le livre des gens qui n'ont pas des pulsions. On voit ils combattent contre les pulsions. Je ne sais pas comment te le dire, mais j'ai cette impression que ce sont des gens qui n'ont pas connu la Freud. Ah, je sais pas. Tu sais que Wolfgang Pauli, par exemple, a eu une très longue correspondance toute sa vie, pas avec Freud, mais avec Jung, où il lui racontait ses rêves, et où il était très, très intéressé par l'étude de l'inconscient. Ah, il y avait des traces. Ce que tu fais aussi dans ton livre, c'est que tu fais un parallèle avec le monde actuel. Avec un personnage qui est un peu le contraire d'Eisenberg, parce que c'est un homme qui attend, qui regarde le monde et qui ne comprend pas vraiment ce qu'il voit. Hein. Il voit les choses, mais il comprend pas, il ne veut pas comprendre. Il vit d'une certaine manière dans le principe de la certitude. Il ne veut pas de certitude. Et comment vois-tu ce jeu de miroir? Alors, d'abord, l'introduction d'un narrateur, pour moi, correspondait à une nécessité purement littéraire. À partir du moment où j'avais décidé de ne pas romancer la vie de Heisenberg, je me retrouvais avec des faits qui s'étaient produits, avec des paroles qui avaient été effectivement prononcées, alors même que je ne voulais pas faire une biographie. Il y en a des très bien, des biographies. Mon problème, c'était comment, avec ce matériau-là, faire un roman. Comment ne pas présenter ça comme si c'était une suite de faits objectifs? Comment casser l'objectivité des faits? Et la solution qui m'est tout de suite apparue, c'est d'introduire un narrateur qui permettait justement de démultiplier les perspectives, d'introduire une part de subjectivité assumée, de laisser courir le flou sur la façon dont on devait comprendre ce qui était raconté. Alors, du coup, la structure du roman est faite comme si on avait un narrateur présent qui avançait dans le temps parallèlement à Heisenberg. Donc le roman est divisé en quatre parties. La première concerne les années 20. Là, le narrateur est en 1989. La deuxième, pour Heisenberg, c'est 1933-1945. Là, le narrateur est en 1995. Dans la troisième, c'est Farm Hall, il n'y a pas de narrateur. Et on retrouve le narrateur dans la dernière partie. Heisenberg est en 1953. Et le narrateur est en 2008, en 2008 pendant la crise financière. Et ça, c'était une des choses qui était difficile à faire, parce qu'il fallait que le narrateur soit là, mais il ne fallait pas qu'il soit trop là, parce que le personnage principal du roman n'est pas le narrateur, c'est Heisenberg. Et donc j'ai pris le parti de le faire apparaître, de laisser voir quelque chose de lui,
mais de manière assez furtive. Mais tu crois qu'il y a un parallèle entre notre vie contemporaine, ces années que tu racontes, des années 80 jusqu'en 2009, avec l'époque d'Eisenberg, avec les choses qu'Eisenberg est en train de penser? Non, je ne crois pas qu'il existe de parallèle objectif. Mais les subjectifs, mais oui. Les subjectifs, oui, bien sûr. Il me paraît même assez inévitable que les situations qu'on vit aient une influence sur la manière dont on comprend le passé, sans que ça veuille dire qu'il y a un parallèle qui puisse être fait. Mais donc, puisque c'est subjectif, c'est légitime de le faire sans avoir besoin de s'appuyer sur quelque chose de réel. Comment est ta relation avec la part mathématique de la physique? Elle est nulle. Nulle? Elle n'existe pas. J'ai essayé. Alors la chance que j'ai, c'est que le principe d'incertitude, c'est une équation qui est toute petite et très simple. Alors celle-là, même moi, je la comprends, mais c'est tout. Comment c'est? C'est l'inégalité d'un produit. C'est la forme la plus simple, c'est delta x ou delta p supérieur ou égal à h. Mais à l'école, tu étais bon pour les mathématiques? En maths, ça allait, mais je détestais la physique. J'ai toujours détesté les sciences expérimentales. Je profite pour m'excuser publiquement, d'ailleurs. C'est pas peut-être pas ici le lieu pour faire cet aveu, mais non, la physique m'a intéressé plus tard. Mais les mathématiques, j'aimais bien Et ça. La biologie? La biologie, je supportais pas non plus. Là, vous savez. Mais maintenant j'aime bien. J'ai changé. Je parle d'un passé révolu. Et j'ai le plus grand respect pour les scientifiques. Et la chimie? Ah non, je détestais ça. Non, c'est des choses que j'ai découvert. En fait, j'y suis revenu par le biais de la philosophie des sciences, puisqu'on peut pas faire de philosophie des sciences sans aller voir un peu ce qui se passe dans les sciences. Et c'est là que peut-être que la manière dont c'est présenté au lycée, c'est trop technique. Et c'est pas présenté comme des problèmes. Les choses sont livrées comme si c'était des lois éternelles qu'on doit apprendre par cœur. Peut-être que c'était la manière dont c'était enseigné qui me plaisait pas. Mais ça t'angoisse pas avec la physique, la quantique, la philosophie, non, la physique, Einstein, Bohr, ça ne te produit pas une sorte d'angoisse, cet univers plein d'incertitudes, absolument incalculable, ou avec des calculs très, très complexes? Ça ne te... Ah non, moi ça m'angoisse pas, ça me fascine. L'idée qu'on puisse rentrer au cœur de la matière pour découvrir que ce qui compose la matière n'est plus matériel au sens le plus commun du terme, c'est une idée que je juge absolument fascinante. Et c'est Heisenberg lui-même qui disait que la physique atomique moderne avait fait passer l'atome de Démocrite à Platon. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je trouve pas ça angoissant, non. Ça me donne du vertige, moi. Ah oui, mais c'est le vertige, c'est intéressant, c'est pas simplement angoissant. Non, je préfère ne pas savoir. Mais c'est intéressant parce que c'est Démocrite. Ce sont la philosophie, l'objectif de ces gens, de tous ces physiciens. Ce sont les grands problèmes philosophiques. Tu crois que la littérature avait compris que certains des éléments que Heisenberg a découvert mathématiquement, que certaines visions on dit toujours que Proust et Virginia Woolf avaient compris la théorie de la relativité avant Einstein avec Einstein. Tu crois que ce parallèle est possible ou c'est un parallèle un peu facile? Non, je ne crois pas que ce parallèle est possible. Je pense que les différents domaines du savoir humain n'ont pas à être cloisonnés, mais ils ne sont pas équivalents les uns aux autres. Et quand on passe de l'un à l'autre, il faut toujours essayer d'imaginer une sorte de projection pertinente. Je veux dire que la théorie de la relativité, c'est chez Einstein qu'elle est. Je sais pas, c'est pas chez Proust ou Virginia Woolf. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut pas en faire un usage littéraire qui soit légitime, mais c'est pas la même chose. Je sais que Heisenberg et Bohr, ils étaient très et Pauli aussi, ils étaient très inquiets à l'idée que les aspects techniques de la physique quantique fassent que ça ne puisse être discuté que par des physiciens et que ça ne puisse pas être discuté comme un problème qui concerne l'ensemble des hommes. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, ce qui m'a permis de m'attribuer un peu de m'accaparer un peu le principe sans trop de scrupules. Oui, mais le problème, c'est que c'est contre-intuitif.
presque rien de ce que racontent Niels et Heisenberg. On peut le sentir, on peut le voir, on peut le... C'est tout le problème. Hein. Aucun de nos sens peut pénétrer dans ce monde. Ben c'est très ça c'est vraiment le problème numéro un. C'est tellement contre-intuitif, c'est très très important. Enfin, moi philosophiquement, moi j'arrive même pas à comprendre. Non, je parle plus en tant que romancier, mais que professionnel de l'enseignement de la philosophie. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse encore faire qu'on puisse mener une réflexion sur la nature de la réalité sans aller regarder ce que dit la physique, et notamment la physique quantique. C'est quelque chose qui est... Or, c'est embêtant parce que c'est effectivement un domaine qui se laisse pas approcher facilement parce qu'il est très contre-intuitif. Moi, dans ma carrière d'enseignant, à chaque fois que j'ai essayé d'en parler à mes élèves, même les élèves qui étaient en classe scientifique, j'ai toujours suscité des réactions de forte incrédulité, si bien qu'ils sont souvent allés demander à leur prof de physique si j'aurais pas raconté des bêtises. Ouais. Et c'est voilà, c'est un problème qu'il faut surmonter. Ouais. Mais ça peut produire aussi une espèce de rébellion, parce qu'on dit ces gens-là me parlent d'un monde que je ne peux pas sentir, que je ne peux pas voir, que je ne peux pas avec aucun de mes sens, qui ne se ressemble pas au monde où je vis, mais il me dit que cette chaise n'est pas une chaise et que cet atome n'est pas un atome. Ça peut produire un certain... Non, le problème n'est pas d'aller... Le problème n'est pas d'aller derrière des phénomènes et d'être en contact avec des choses qu'on ne peut pas voir ou saisir par les sens, parce que ça, il n'y a pas que la physique quantique qui fait ça. C'est toute la physique le fait. Là, le problème arrive quand parce qu'on décrit une réalité qui n'obéit plus à la structure logique de la pensée, qui a une autre structure. Et là, ça devient vrai. Là, c'est ça qui est vraiment contre-intuitif. On ne peut pas y aller en précisant nos concepts ou en les analysant ou en les détaillant. On arrive à un endroit où ces concepts-là ne sont plus pertinents en tant que tels, ou bien plutôt où ils ont une validité limitée. Oui, c'est la dernière frontière. On a déjà été contre-intuitif, on a déjà été contre l'essence, et maintenant on est contre la raison, contre la logique. On va plus. Et ça doit être une révolution. Oui, ça, et je pense, mais c'est une révolution. Et je pense que le mérite d'avoir compris que c'était une révolution et pas simplement une évolution revient notamment à Heisenberg. Et cet aspect révolutionnaire, enfin, c'est exactement ce que dit le vers que j'avais choisi de mettre en exergue et qui sur d'être arrivé à une limite. Hein. Le poème de Néphari que j'ai cité dit ceci, il dit entre la parole et le silence, il y a un isthme où se trouve la tombe de la raison et les tombes des choses. Oui, mais dans la poésie mystique, il y a Dieu qui pourrait faire expliquer tout ça. Dans cette recherche, dans ce monde, où est Dieu, où n'est pas Dieu dans ce débat? Dans les textes de Heisenberg, on a des références constantes. Alors je ne crois pas qu'il croyait en un Dieu personnel, le Dieu en gros des religions monothéistes. Par contre, il y a une grande foi dans ce qu'il appelle l'ordre central. Et il décrit lui-même ses sensations au moment où il met au point la mécanique quantique comme une perception d'un ordre central profond qui est simple, alors que tout était compliqué avant, et comme une sorte d'expérience de la révélation. Donc je ne pense pas qu'il fasse vraiment référence à Dieu, mais il y a quand même quelque chose comme l'idée d'un ordre central du monde qui ressemble pas mal. Et dans Bohr aussi, tu vois la même chose, Niels? Non, je ne crois pas, non. Il était plus libre penseur. Je ne sais pas s'il était plus libre penseur, mais il était moins, exalté et enthousiaste que Heisenberg semble l'être dans ses textes. A cherché toute sa vie à faire un équilibre où tout pourrait, une théorie du tout qui pourrait mettre tout ça dans un ordre qu'on pourrait appeler divin. Je ne sais pas, il n'est jamais arrivé. Je pense qu'il y a une recherche d'unité sous la diversité apparente des phénomènes qui est quand même à la base du désir de connaissance, qui structure le désir de connaissance et donc qu'il soit scientifique ou philosophique, c'est certain.
On a du temps pour faire des questions.